Salut tout le monde! Bonsoir à tous! J'ai pas eu le temps de finir mon café, hein. Donc tranquille, hein. Faut pas me presser, hein. Vous voulez que je fasse une soirée politique troll avant le premier tour? Hein? Un peu de trolling. Un peu de trolling agressive. Un peu de trolling agressif. Vous voulez que ça se fasse? Avec une bière? Je peux me lâcher, hein. Genre, juste un jour avant, j'aurai de la bière de prête. Je viens avec un peu de matos. Et je fais une petite soirée politique, vous voyez? Tant pis si la monétisation saute, d'accord? Y'a Simon! Merci mec, 28 mois, putain! Tant pis si la monétisation saute, d'accord? Mais ça pourrait être amusant. Ça pourrait être très amusant. Vous savez mes opinions sur le sujet. Mais ouais, ça pourrait être amusant. Je préparerai un petit truc sympa. Un peu trop lolo. Hein? Ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Pas politiquement correct, hein, ça va pas plaire à certains, hein. Surtout les gens un peu politisés, à qui je chie dans la bouche. Mais voilà, le chat veut du sang. Bah oui, je sais que vous êtes là pour ça. Mais je peux comprendre. Je présume que ça parle plus de l'Ukraine dans les journaux et tout ça. Hein, ça parle plus de l'Ukraine. Ça doit parler sûrement des caleçons et autres strings sales de Bardella, des partouzes et autres anulingus de Glucksmann et Yandlouk. C'est ça. Voilà, Gaza. Bah Gaza, les élections sont terminées, la France Insoumise a compris que ça marchait pas. Donc ça passe à autre chose. Je peux comprendre. Hey, it's just good business. Donc ouais, je pense que ça va pas trop parler d'Ukraine en ce moment. Ça doit pas être ce qu'il y a de plus populaire. Pourtant, je peux vous dire que la guerre continue. La guerre continue très très fort. Et voilà. Je peux comprendre que ça intéresse pas les médias. Ou en tout cas que les médias... Le souci de la guerre en Ukraine, c'est que vous pouvez pas en parler tous les jours. À moins d'avoir le nez sur les cartes tous les jours et de connaître les dynamiques de où ça bouge pas, et de connaître chaque ligne de haie, que je connais, bah vous êtes pas capable de dire ce qui s'y passe en fait. Vous êtes là, bah ok. Ah, vous pouvez pas dire il y a une bombe qui a tombé, et des bombes, il y en a 150 qui tombent par jour. Donc, qu'est-ce que vous montrez? Vous avez pas le droit de monter les mecs qui se font pulvériser par des drones et tout. Vous êtes pas sur Twitter. Et bah, pour des journalistes, l'Ukraine, vous avez rien à en dire. À part montrer les mecs qui vous disent « Oh, bah, ou montrer les politiques. Là, il y avait eu un sommet récemment, là, en Suisse, on va en reparler. Ah bah, j'ai bien rigolé, moi. Oh là 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 là, ceux qui le racontent. Leur plan de paix qui avait failli réussir. Ah, c'est con, les Russes étaient pas là. C'est con, les Russes étaient pas là, hein, faire un plan de paix, tu sais. C'est comme faire un plan de paix en 44 et t'oublies d'inviter les Allemands. Voilà, soit tu leur dis c'est capitulation sans condition, comme avec les Allemands, tu vois, écoutez, vous n'allez pas être là parce qu'on sait qu'on va vous battre. Là, c'est compliqué, quoi. Donc ouais, je peux comprendre que ça intéresse pas les médias, simplement. Hein? On commence à balancer des fabs de 3 tonnes. On n'a pas eu de... On voit des fabs 1500 tomber. Et il y a une image où il y a peut-être une fab de 3 tonnes. On n'en sait rien. Ça n'a pas été confirmé. Le problème, c'est qu'il y a différents types de fabs. Il y a des fabs thermobariques, des fabs non thermobariques. Et il peut être difficile visuellement de faire les différences. Mais ouais, on a vu quelques trucs énormes tomber depuis quelques jours. C'était prévu que ça allait tomber, hein, mais je voudrais pas être dessous. Hein. Oh la vache. Au secours. Hein. Des fabs, c'est des bombes planantes larguées par avion. Les Russes utilisent ça depuis le début de l'année, en masse. Vu qu'ils ont la supériorité aérienne, ils larguent ça à 60-70 km du front. Et ils sont assez précis pour amener ça directement à côté d'immeubles de tranchées de position ukrainienne. Et là, ils commencent à en balancer des fabs de 1,5 tonne. Et on sait qu'il y en a de 3 tonnes qui arrivent aussi. Donc c'est des monstres. Bon Barnabou, comment tu vas? C'est la course à l'audimat. Là, depuis que tu m'as abandonné, Barnabou, je fais plus que l'Ukraine maintenant, hein, tu sais. Tu te rappelles, Barnabou, quand on avait fait la minute géopolitique sur l'Ukraine où j'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre? Tu te rappelles de celle-là, Barnabou? L'expert en expertise. Thermobarique, ouais, tu fais de la chaleur. Tu souffles, tu fais beaucoup de chaleur. Donc tu utilises des thermobariques pour souffler les mecs dans les bâtiments. Tu leur fais péter les poumons, hein, tu souffles l'oxygène des poumons. Et ça fait aussi exploser, entre autres, les munitions et tout ça. C'est une abomination. Donc vous avez du thermobarique largué par avion, mais vous pouvez aussi faire du thermobarique. Les Russes utilisent les TOS. Les TOS, on en voit énormément de TOS tomber
entre autres à Chavillard et tout ça, des toasts, vous envoyez plusieurs fois par semaine tomber sur les positions ukrainiennes, vous voulez pas être là-dessous. Hein, comme dit, c'est une guerre très très brutale, tant visuellement parce qu'on voit beaucoup des choses qui se passent. Et ouais, pas cool. Poutine, non, moi je m'en bats les couilles de la politique. Hein. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour faire la promotion d'un camp plus que l'autre. Je suis pas là pour vous dire qui a tort, qui a raison, de qui a commencé cette guerre, pourquoi, quand. Je viens juste pour montrer les cartes et dire ce qui se passe où et qui a l'avantage, pour qui ça se passe mal en ce moment. C'est les Ukrainiens, donc peut-être que les pro-ukrainiens vont pas apprécier ce que je vais dire, mais je m'en branle. Ils ont qu'à pas m'écouter, ils ont qu'à aller se branler sur Twitter. Là, il y a plein de propagandistes ukrainiens qui disent que tout va bien. Ils vont voir ces gens-là, qui les brosseront dans le sens du poil, et voilà. Mais voilà, c'est compliqué en ce moment. El Famoso, 26 mois pour financer l'expertise d'experts. Je vais mettre ça en majuscule là pour rentrer dans l'algorithme. Johnny Pastaga, putain ce pseudo, je te jure, c'est honteux. Hein. Ça se passe moins mal pour l'Ukraine, mais moins qu'il y a quelques semaines, je pense pas. Moi je pense que c'est de pire en pire. Je pense que c'est de pire en pire. Bon, mon café est fini. Faut que je me bouge les fesses. J'ai plein de trucs à montrer. Alors, hop là. On en est où? On en est où? Je crois que j'essaie de faire 1 minute géopolitique sur l'Ukraine par mois. Comme un programme d'update, vous voyez. Moi, je vois ça tous les jours. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir des nouveautés. Mais je sais que pour les gens qui suivent pas ça, on est 74, Christophe, putain, les mecs, vous êtes déchaînés. 11 mois, 17 mois, les champions. Donc ouais, je sais peut-être pour les gens qui suivent pas ça, comme dit, moi c'est une chance que j'ai d'avoir un peu de temps à mettre là-dedans. Donc tous les jours je vois les cartes qui évoluent, je vois où ça attaque, je vois les nouvelles se couplent avec la propagande des deux camps. Et comme je dis, vous pouvez facilement faire un travail de filtrage de ce qui est vrai, pas vrai, en mettant de côté un peu les vidéos un peu glauques, beaucoup de vos vidéos glauques qu'on voit, mais qui sont géolocalisées. Et il est aisé de tirer certaines conclusions de où ça bouge pas et tout ça. Donc ouais, je crois que la dernière fois que j'avais causé de l'Ukraine, on va aller sur Deep State. On va aller sur Deep State. Donc rappelez-vous que les Russes avaient ouvert un nouveau théâtre dans le nord. Sorti de nulle part, les Russes étaient passés à l'offensive. Et avaient été capables de bousculer les Ukrainiens. Donc ça, la dernière fois, c'était les mêmes frontières. Et je vous avais dit que les Ukrainiens, pour combler ça, combler cette offensive russe, avaient été forcés de sortir des réserves du gros point chaud qui est le Donbass. Donc c'est ici qu'a lieu, et c'est ici qu'est le gros théâtre d'opération. Donc les Ukrainiens avaient été forcés pour réagir à la manœuvre des Russes dans le nord, d'envoyer des brigades dans le nord. Donc de retirer des assets d'un point A pour les envoyer là-haut. Et ça a marché, puisque depuis la dernière minute géopolitique, la ligne n'a pas bougé. Pire, on se bat toujours, entre autres dans Vovchansk. Alors la situation est un énorme capharnaüm. De toute façon, dès que vous faites du combat urbain, il est extrêmement difficile d'avoir une image claire des combats. Il y a 2 jours de cela, il y avait une compagnie russe encerclée. Sauf que, donc ça, regardez, c'est les images de Deep State qui sont plus des pro-Ukraine. Et au même moment, vous avez ça, regardez, hop, je vous le montre. Qui sont plus des pro-russes. C'est quasiment illisible. C'est complètement illisible. Donc comme, vous voyez les propagandistes? Certains vont y voir ce qu'ils veulent. Mais ça, on fait du combat urbain. En ce moment, on se bat rue par rue, appartement dans appartement, maison dans maison. Donc les positions changent très rapidement. Le fait que les Ukrainiens aient injecté beaucoup de moyens pour bloquer les Russes fait qu'ils s'accrochent à Vovchansk. Et on se bat depuis quasiment maintenant de cartes pro-russes. Ah, tu vas chercher sur Twitter, hein. Voilà. Hein. Et les mecs se battent comme des chiffonniers dans Vovchansk avec des cartes qui évoluent énormément. Chacun essaie de couper les lignes de l'autre. On peut se douter que si les Russes poussent là, c'est entre autres pour essayer de prendre le pont qu'il y a au sud, s'il n'a pas été détruit. Et en tout cas, on est dans une situation où on est sur du combat urbain ici. Les deux camps s'avoinent à l'artillerie, utilisent... on a des bombes guidées qui tombent des deux côtés. On a déjà vu des FAB de 1500 tomber sur des points ukrainiens. Donc c'est très difficilement lisible. Mais l'attaque russe dans ce coin-là est bloquée. Et c'est dû
Et c'est du combat urbain. C'est du combat urbain, voilà. C'est ce qui se passe. Hop, je vais remettre l'autre carte. Donc on se bat dans Volchank. Hop là. Et vous avez ici aussi, un peu plus à l'ouest. Les Russes aussi ont été bloqués ici, même là si on vous dit que ça continue à avancer, c'est faux, peut-être que ça attaque. Et on a même eu une contre-attaque ukrainienne, c'est suffisamment rare pour être noté. Mais les Ukrainiens ont attaqué sur Ilboké avec contre-attaque mecha et tout ça. Donc Ilboké était tenu par les Russes à la base initialement. Et les Ukrainiens ont été capables de reprendre un morceau de la ville. Le souci c'est que, je crois que c'est hier ou avant-hier, un des commandants du coin ukrainien a juste dit que les Russes envoient tout le temps plus de réserves, et que la position est déjà quasiment intenable pour les Ukrainiens. Donc c'est pas improbable que les Ukrainiens se fassent dégager. Donc les Ukrainiens sont capables de contre-attaquer localement. Sont capables de mener des petites opérations comme ça. C'est pas des offensives de grand style, comme les Russes font là, de 30 000, 40 000 hommes pour avancer de plusieurs kilomètres. Mais les Ukrainiens sont capables d'aller reprendre des positions. Avec le support qui va avec les tanks, les moyens mécanisés, l'infanterie. Mais le problème c'est que ça s'essouffle extrêmement vite. Alors oui, il y a toujours une pénurie de munitions, hein, mais le ratio a diminué. Là où il y a encore quelques semaines, on était sur du 1 pour 10, 1 pour 15. Maintenant, on est sur du 1 pour 8, entre 1 pour 5 et 1 pour 8. Donc la pénurie de munitions est toujours extrêmement importante. Et c'est compliqué, parce que comprenez qu'avoir une pénurie de munitions, c'est... Lilbok, ouais, excuse-moi, j'en ai un peu rien à battre, je prononce comme je veux, tu vois. C'est pas genre j'habite là-bas, donc je m'en tamponne. Du moment que les gens comprennent. Donc ouais, donc il y a quand même une pénurie de munitions qui est importante. Et le souci, c'est pas tant d'avoir une pénurie de munitions que de pas être capable de faire des stocks. C'est-à-dire que vous devez être capable non seulement d'approvisionner vos premières lignes, mais en plus de mettre des stocks de côté, vous voyez, en prévision des futures offensives. Là, les Ukrainiens en ce moment sont sans aucun doute à flux très très tendu. Tout ce qui arrive part directement. Oh, Axel! Oh putain, Alex! 52 mois! Oh là là, le vétéran qui est là depuis longtemps. Oh, je pète la forme, moi. Je pète la forme! Donc ouais, c'est compliqué pour l'Ukraine entre les flux tendus, le rationnement. Mais il n'empêche qu'ils font bon usage de leur artillerie. Et que forcément, ça fait chier les Russes. L'électricité, j'ai tout un chapitre plus tard où on va parler de l'électricité. Que penses-tu de Xavier? Je sais pas qui c'est tous ces gens, je m'en bats les steaks. Je suis pas intéressé par tous les propagandistes à 3 balles là et tout, je m'en fous. Je veux juste avoir mes cartes, mes informations de où ça bouge, où, quand, pourquoi. Et j'ai pas besoin d'avoir des experts en expertise comme moi qui viennent me dire que, voilà, parle correctement. Écoute, je t'emmerde, c'est ma chaîne, non? Écoute, tu vas aller voir ailleurs si j'y suis, et si t'es pas content, tu t'arraches. T'imagines, tu rentres dans le salon d'un mec, t'imagines, tu rentres dans la maison d'un mec, dans son salon, et tu lui dis, parle correctement par contre. Je suis chez moi, non? Mais non, mais les gens, ils sont pas habitués, ils débarquent, et ils viennent me dire comment je dois parler. C'est dingue, gars. Ils sont même pas polis avant, ils disent même pas bonjour, parle correctement. Première expérience chez PP, mais il y a toujours des gens qui débarquent et qui viennent me dire comment je dois parler et tout, quoi. C'est terrible, ça. Il y a toujours des illuminés. Bah ouais, il y a toujours des illuminés. C'est terrible. Bon. Où j'en étais? Donc ouais, en tout cas, les Ukrainiens, avec les réserves qu'ils ont amenées, ont été capables ici de bloquer la progression des Russes, avec succès. Le problème, c'est que c'est pas gratuit, tout ça. Et qu'il a fallu déplacer. Pour bloquer ça, il a fallu utiliser des unités qui étaient des unités de blocage dans le Donbass. Entre autres, à Chaziviar, qui est aussi un des gros points chauds. Hop là. Je suis dans ton salon là, retourne-toi. Au moins, t'as un sens de l'humour. T'as un sens de l'humour et ça, j'aime. Pour la peine, je vais te parler correctement. Et dans le Donbass, dont on va reparler. Donc le souci, c'est que les Ukrainiens, en ce moment, sont à flux tendu. Tant au niveau des obus que des hommes. C'est-à-dire que quand vous enlevez des troupes d'un point A pour les mettre à un point B, il n'y a rien qui va venir prendre la place dans le point A. Vous voyez? Le point A va être allégé. Et directement dans la foulée, ce qu'on assiste là depuis 2-3 semaines, c'est que ça pousse dans le Donbass. Rappelez-vous que cette guerre n'est pas une guerre
Je le répéterai toujours, c'est pas une guerre de grande chevauchée. Vous allez pas faire 15 km dans la profondeur en une journée. C'est une guerre de grignotage, c'est une guerre de petits combats d'infanterie, de groupes de combat, de 2-3 véhicules. On se balade en moto, en quad, on se balade en petit BMP, on essaie d'aller prendre la tranchée des mecs d'en face, avec le support de l'artillerie, avec des drones. Donc ce n'est pas une guerre... c'est pas Tempête du désert en 91 où on avance avec une division blindée entière dans le désert. C'était comme ça pendant Tempête du désert. Là, c'est pour ça que c'est pas intéressant de montrer avec les journaux et tout ça. C'est que visuellement, on voit pas grand chose. C'est du tout petit combat d'infanterie. Et à moins que vous suiviez ça tous les jours, il est difficile d'apprécier l'impact des combats. Donc on se bat à une échelle petite, mais avec une énorme intensité quand même. Hein. Comme je vous dis, s'il y a des gens qui veulent aller voir ça, vous avez tout sur Twitter. Allez suivre les comptes Twitter qui vont bien, et vous allez voir l'horreur des combats. Les gens meurent. Les gens meurent à très grande échelle. Mais c'est un type de guerre très particulier. Voilà. Donc ouais... Donc depuis que les réserves ukrainiennes ont été forcées de dégager, eh bah, ça pousse très très fort dans le Donbass. Pour vous donner un exemple, dans le seigneur de Kalivka, où les Russes ont avancé regardez, de 750 mètres. Vous voyez là ce que je vous montre au centre de l'écran? Est-ce que vous voyez la ligne de haie là? C'est pas une ligne de haie, c'est une forêt. Au nord, vous voyez le lac de Vodania, où il y a la Croix-Rouge. Ça a été pris hier. Hier ou avant-hier, les Russes ont sécurisé toute cette ligne. Et avant ça, ils avaient sécurisé là au centre de l'écran. Et ils grignotent le terrain peu à peu comme ça. Ils font la guerre comme ça. Ils avancent, on prend 500 mètres, on s'enterre, on amène des munitions, des hommes, et le lendemain on recommence. Et après, il y a un village, on parvient à aller lâcher... à lâcher quelques soldats dans le village, on sécurise une maison, on amène encore plus de troupes, et on continue. C'est un infernal grind sans fin, et avec le support de l'aviation. Donc là, les Russes sont en vue du village de Karlivka. Dites-vous que ça, il y a très longtemps, c'était les bases de ravitaillement de Advika. Quand la ville d'Advika tenait encore, une des grosses parties de la logistique passait par cet axe de Karlivka. Donc Karlivka était une des grosses bases logistiques des Ukrainiens. Donc les Russes avancent. Les Russes avancent petit à petit. Je sais que c'est pas impressionnant sur les cartes, mais le grind est là et ils sont dans une dynamique que moi-même je suis assez surpris. Comprenez que ça fait 5 mois qu'ils attaquent. C'est pas genre ils ont commencé à attaquer il y a 2 semaines et qu'ils sont sur une poussée continue. Ils attaquent non-stop depuis plus de 5 mois. Dans le secteur de Advika, ils ont encerclé la ville et ils n'ont pas fait de pause tactique, ils n'ont pas fait de pause stratégique de 2-3 mois. Ils ont sans cesse réinjecté des nouvelles troupes. Ils se sont cassés les dents sur Bertchiri, Orlivka pendant 1 mois. Et ils continuent à pousser. À chaque fois qu'ils tombent sur des positions ukrainiennes trop compliquées à prendre, ils les sapent avec de l'aviation et de l'artillerie. Ils les contournent. Le problème des Ukrainiens, Barnabou disait qu'il y a une faible densité de troupes, c'est vrai. Il est impossible d'avoir des troupes absolument partout. Donc vous devez tenir, les Ukrainiens font une défense statique. C'est un énorme problème. Vous défendre statiquement, c'est viable si vous avez beaucoup d'hommes. Et si en face, il n'y a pas trop de bouche à feu, pas trop d'aviation, et les Ukrainiens n'ont malheureusement pas le choix de défendre de façon statique. Ils ont bien quelques unités mobiles, hein. Là je crois que c'est dans ce coin-là, à Sokil, il y a la 47e... Il y a la 47e brigade ukrainienne avec des Abrams et des putain, j'ai oublié le nom. Des Bradley. Donc il y a des unités mobiles, mais dans l'ensemble, on défend des points statiques. Et parfois, on utilise un peu de mobilité pour des contre-attaques. Par exemple, à Sokil, il y a 1 semaine de ça, on a vu les Russes attaquer Sokil, donc se pointer plein jour avec un véhicule, un squad dedans, et ils sont tombés nez à nez avec un Bradley. Donc comprenez qu'il y a le BRDM russe qui passe à 50 km/h, il y a le Bradley en face, et les deux commencent à se tirer dessus, à bout portant. Donc le Bradley, avec son canon de 20 ou de 25, il arrive à enlever quelques plaques de blindage et à tuer quelques soldats russes qui étaient sur le truc. Et la vidéo est incroyable, mais elle est terrifiante parce qu'elle vous montre ce que sont les combats en Ukraine. C'est 2 véhicules qui se tirent dessus à bout portant. Et les Russes, le véhicule fume, mais ils arrivent à poser le squad. Et on suppose depuis que Sokil, donc là, la zone grise que vous voyez sur la carte,
C'est considéré que c'est une zone, on ne sait pas, mais on sait qu'il y a des troupes russes qui sont dans la zone. C'est brutal, mais bien sûr que c'est brutal. Mais la guerre en Ukraine est extrêmement brutale. Faible densité de troupes, mais vous avez énormément de puissance de feu, que ce soit de l'artillerie, des drones, l'aviation. Le BTR et HS. Ouais, le BTR et HS, mais peut-être que t'as pas vu la vidéo longue où on le voit déposer tout son squad après. Le BTR et HS, il fume, mais il pose tout le squad intact, à part 2 mecs qui se sont fait attraper par le canon. Et le Bradley est foutu. Et il est abandonné juste après. Mais c'est un type de guerre assez... Donc voilà ce qui se passe. Vous voyez? Mais dès que ça tape fort, ça tape très très fort. Donc les Russes utilisent des petits groupes de combat pour s'infiltrer. Regardez là, vous voyez les lignes vertes, c'est des lignes de haies, on est au milieu de champs de blé les gars. Donc les Russes vont prendre une ligne de haies, ils se planquent dans la couverture, on creuse des tranchées, les Ukrainiens ne peuvent simplement pas tout défendre. Il y a trop, regardez, si vous vouliez tout défendre, il vous faudrait des régiments de milliers d'hommes et creuser des kilomètres de tranchées. Les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre ça. Donc on fait quoi? On défend les points forts. Et les points forts c'est quoi? C'est les villes, c'est les coupures humides. Donc les Ukrainiens vont essayer de défendre on va installer voilà, des fortifs dans les bleds, on va poser des champs de mines, des tranchées, on essaie de faire des lignes, par exemple là vous voyez, sans aucun doute qu'on a une ligne de défense qui va aller sur les lacs en se cachant derrière la coupure humide, parce que les Ukrainiens n'ont pas les moyens de tout défendre au niveau humain. Et bah, les Russes font quoi? Quand ils tombent sur quelque chose d'un peu trop délicat à manger, par exemple là, le bled de Arkhangelsk, ils n'ont pas réussi à traverser. Par contre, depuis Otchernié, ils ont été capables par le nord de pousser, de contourner, et regardez-les, plutôt que de se faire chier à traverser la coupure humide, qui est sûrement fortifiée, les Russes contournent, flanquent et contournent. C'est de la guerre de manœuvre de tranchées très curieuse. Ça semble statique, mais sur une semaine, voire 2 semaines, ça ne l'est pas du tout. Ça bouge énormément, mais ça bouge à son échelle. Et on se bat à un niveau de groupe de combat, de compagnie, et on va prendre... Là, les Russes se déplacent de ligne de haies en ligne de haies. Prochain objectif, ça va être de... Ils ont trouvé un trou, là, entre le bled de Kalinové et Novolenskaya, qui a été prise la semaine dernière, et les Russes vont s'engouffrer, sûrement dans toutes les lignes de haies. En ce moment, en plus, c'est en fleurs, les arbres sont fleuris, tout est vert, donc on peut facilement se cacher. Guerre de bocage, oui, c'est exactement ça. Et on passe de forêt en forêt, on utilise le camouflage, et c'est un énorme problème pour les Ukrainiens de trouver les gens, les hommes, pour se battre. Vous voyez un peu le type de guerre? Donc en ce moment, on assiste à une offensive de grand style des Russes, ça pousse très fort, mais ça pousse dans ce type de guerre-là. Et on va prendre les tranchées où Miansk a été sécurisé, ça pousse dans le nord, donc là on se retrouve avec un espèce de chaudron. Vous voyez ce que font les Russes? Là, le but des Russes va être de prendre toute cette position en faisant sauter le verrou de Putain, pourquoi ils se battent pas avec des noms 1, 2, 3, 4 là? Novosilska Percha. Et dès que Novosilska Percha va être sous trop de pression, les Ukrainiens vont devoir se replier et ils vont abandonner tout ce terrain-là. Et après, on va recommencer la même chose. On va recommencer la même chose. On va arriver dans une coupure humide. Aller voir si le pont n'a pas été détruit ici déjà pour couper les ravitaillements. La côte 304, c'est ça, ouais. Donc voilà un des points chauds du front. Mais il y a encore une vision tactique là-dedans, il y a encore une vision stratégique qu'on retrouve chez les Russes, et ça c'est de l'art opératif soviétique, vieux comme le monde, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce qui se passe sur la carte. Vous avez la pointe sud, qui est ici, et vous avez à Chaziyar, qui est la pointe nord. Les 2 pointes, ou l'effort principal, et regardez la carte. Ça, c'est soviétique. Ça, c'est totalement soviétique. Il y a une pince qui se forme, absolument. Vous avez là, la création... de ce qu'on appellerait en allemand vulgairement de Seconde Guerre mondiale un Kessel. C'est un saillant. C'est le saillant de New York. Regardez, la ville s'appelle New York. D'ailleurs, hier, sorti de nulle part, dites-vous que ça n'a pas bougé depuis 2014 ici. Hein. Ça n'a pas bougé depuis 2014. Hier, sorti de nulle part, on n'est pas encore sûr parce que ça date de hier, mais les Russes auraient investi la banlieue, les premières maisons de Pivnitchine. Donc pendant que là c'est très très calme, mais là forcément les Russes ont menti en allant prendre, en menant une opération pour commencer à investir le merdier. Vous avez au sud ce que je viens de vous expliquer où c'est incroyablement dynamique. Ils profitent du fait que les réserves ukrainiennes ont été déplacées. D'ailleurs les premières réserves ont été déplacées. Hein?
On a les premières unités du nord qui sont en train de redescendre en panique vers le sud pour aider à boucher les trous ici. Et vous avez l'autre front. Donc la dernière fois, quand je vous avais parlé de Chaziviar, le micro-district était toujours aux mains des Ukrainiens. Le micro-district a lâché il y a... C'est de l'art opératif, absolument. C'est vieux comme le monde, c'est soviétique ça. C'est directement sorti de la Seconde Guerre mondiale. C'est de l'art opératif basique. Les Russes sont très très bons à cela. Chaziviar, donc là, ça, c'est... Il y a une semaine, les Russes ont commencé à investir le micro-canal. Donc, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, je remercie mes propagandistes pour le travail. Regardez. Là, au centre, vous avez la coupure humide, le canal Donetsk-Donbass, dont on va reparler. Là, vous avez le micro-district que les Russes sont en train de prendre. Et à gauche, vous avez l'autre micro-district. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble sur la carte? Là, attendez, je vais faire comme ça. Non, ça, c'est les... Ah, c'est pas le... Hop, hop. Voilà. Au centre, la coupure humide. Vous voyez? Voilà dans quoi on se bat. Donc, il y a un pont qui a été détruit. Il y a 4 ponts au total. Bon courage pour traverser. Exactement. Donc, un problème que les Russes rencontrent, c'est les coupures humides. Il y a beaucoup d'eau en Ukraine. Et les coupures humides sont une fantastique ligne de défense pour les Ukrainiens. Donc là, déjà, prendre le district du micro-canal a été extrêmement compliqué pour les Russes. Donc c'est... Alors, ouais. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Le micro-canal. Là, vous avez... au nord, c'est tout au fond là-bas. Le rectangle jaune que vous voyez, ça correspond à... Hop, hop, hop. Ça correspond à Kalinivka. Même il y avait des rumeurs où les propagandistes russes se sont jetés sur la rumeur que des avant-gardes russes avaient pris le point de passage à Kalinivka. Il s'est avéré que c'est faux, ou alors que c'est juste quelques mecs qui sont parvenus jusqu'à là avant de se faire dégager par les Ukrainiens. Mais ouais, c'est qu'une question de jours avant que le micro-canal soit sûrement dégagé et la zone sécurisée ici. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette ligne de défense. Donc ce qu'on appelle le canal du Donetsk-Donbass. Mais vous voyez que c'est en fleurs. Tout ça, c'est des fantastiques terrains de progression. Oubliez pas qu'on se bat de maison en maison, mais avec des petits groupes de combat. Vous n'avez pas des milliers d'hommes, là. Vous avez quelques centaines d'hommes qui manœuvrent avec beaucoup de turnover. On fait tourner les effectifs, surtout chez les Russes. C'est un des avantages qu'ont les Russes, c'est qu'ils ont des soldats. Donc on a beaucoup plus de turnover chez les Russes que chez les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont un problème de réserve humaine. Et ce type de guerre, de défense statique, coûte très cher quand l'ennemi a plus de canons et aussi à la supériorité aérienne. Donc voilà le fameux canal, regardez, le canal Donetsk-Donbass. Donc là vous avez Chaziviar au centre de l'écran. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est casse-couille à passer. Pour faire passer des tanks, pour faire passer des véhicules, des soldats. Donc vous pouvez vous en douter, la première chose qu'ont fait les Ukrainiens, c'est creuser de la tranchée derrière, miner. Donc ça va être une sacrée épreuve pour les Russes de franchir le canal, mais profondeur. Je sais pas, je suis pas allé voir. Salinité de l'eau. Les gars sont épuisés. Ouais, il y a des problèmes chez les Ukrainiens de disponibilité sans aucun doute. Alors peut-être que certains ne le savent pas, mais on se bat ici. On se bat dans le Donbass. Donc comprenez que ça fait depuis 2014 que la guerre a commencé. Hein. Certains découvrent l'Ukraine depuis l'offensive, depuis que les Russes ont envahi pour de vrai. Mais ça fait depuis 2014 qu'on se bat dans ce coin-là. Et les Ukrainiens ont fortifié le Donbass. Autour de... les villes sont des points de fortification très intéressants, vous pouvez vous en douter. Hein. Le combat urbain est... c'est compliqué de se battre dans les villes. Ça demande énormément de moyens d'aller prendre les villes. Donc par exemple, Advika était une des grandes forteresses ukrainiennes dans le Donbass. Et la chute de Advika a été un énorme problème. Bakhmut, vous vous rappelez de Bakhmut, la ville de Bakhmut. Donc Bakhmut est pas loin de Chaziviar, Bakhmut est là. Dites-vous que Bakhmut, donc, qui sont des grandes villes pour le Donbass, hein. Bakhmut et Advika sont des dominos. Et dès qu'un domino tombe, ça ouvre la porte à un autre domino et ça fait tomber les autres dominos autour. Et en ce moment, la chute de Advika et de Bakhmut, on est encore dans les conséquences de la chute d'Advika, parce qu'on pourrait se dire que les Ukrainiens n'ont pas prévu le coup, et c'est vrai que la chute d'Advika est arrivée
pour les Ukrainiens est une très mauvaise surprise. On voit pas, pardon, attendez, hop, voilà. Hop. Donc ouais, vous vous rappelez de Bakhmut. Bakhmut, c'est juste à côté, c'est à l'ouest de Chaziviar. Là, vous regardez, vous avez le micro-district. Et on est à quelques kilomètres. Donc comme je dis, ça avance pas beaucoup, hein. Mais, ça grind. Donc voilà Bakhmut. Donc Bakhmut était, avec Avdiivka, les deux grandes forteresses ukrainiennes du Donbass. Et la chute de ces forteresses, c'était un petit désastre pour les Ukrainiens. Parce que, bah, ça fait effet domino. En perdant une forteresse, il y a tout le coin qui tombe. Parce que, bah, une fois que bah, les fortifs sont tombés, c'est du terrain clair. Chaziviar et l'autre domino. Et si Chaziviar venait à tomber, et je pense que Chaziviar... je pense vraiment que les jours de Chaziviar sont déjà comptés. Peut-être que non, j'en sais rien. Hein. Mais peut-être que ça va tomber. Hein. Allez savoir. En tout cas, c'est parti pour. Les Russes ont montré que le combat urbain leur fait pas peur et qu'ils sont prêts à prendre des pertes. Et qu'ils sont patients aussi. Pour aller chercher. Il y a plus de villes civiles sur zone. Ah bah les villes, c'est des champs de ruines, pépère. Hein. Drusus. Les villes, c'est des champs de ruines. Va falloir les reconstruire. Donc ouais, c'est ce qu'on appelle... Ce sont des forteresses. Et si Chaziviar tombe, et je pense que Chaziviar va tomber cet été, ça, ce sont mes prédictions d'experts en expertise, d'accord? Ça vaut rien. Mais je pense que Chaziviar va tomber cet été, ou dans les prochains mois en tout cas. Eh ben, tout le domino du coin va lâcher. Tout le domino du coin va lâcher. Et ça va être un énorme problème pour les Ukrainiens, parce que... Au même moment, ici, avec la chute de Avdiivka, qui était le grand domino du Sud, eh ben, les Russes exploitent la chute. Les Russes sont encore en train d'exploiter tout ce que vous voyez là, toutes les petites attaques russes. C'est les conséquences de la chute d'Avdiivka. C'est open bar. Ah, ça coûte cher, mais c'est pas du combat urbain. Et les Russes poussent avec leur style. Ils ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Vous voyez là la ligne jaune, c'est la grande autoroute de ravitaillement du sud de l'armée ukrainienne. Donc c'est ça qui ravitaille entre autres Chaziviar par le sud. Et sans aucun doute que les Russes vont lorgner pour couper cet axe majeur de la logistique ukrainienne. Et ça va être un souci. Ça va être un souci pour les Ukrainiens de perdre cet axe logistique majeur. Et alors ils en sont encore loin, mais vous avez vu que ça va vite. Ça va vite, ça grignote, mais quand vous regardez la carte tous les jours, la carte bouge tous les jours. Voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est le début d'un saillant. Et la chute de Chaziviar va sûrement lourdement aggraver le problème. Surtout que là, bah, dans le sud, les Russes poussent tranquillement à leur rythme. Et dans 3 mois, j'ose pas imaginer comment la carte va être. Surtout que les Russes ne semblent pas vouloir faire de pause tactique. C'est quelque chose qui m'étonne. Les Russes ne s'arrêtent pas. Ça continue sans cesse. Il se passe quoi si le saillant se referme? Il se refermera. Un des soucis de faire ce genre de saillant, c'est que défendre Toretsk va devenir de plus en plus difficile. Parce que de tous les axes logistiques d'approche du saillant vont être sous le feu de l'artillerie et des drones. C'est ce qui s'est passé à Bakhmut, c'est ce qui s'est passé à Avdiivka. Comme je vous dis, ça c'est de l'art opératif soviétique. On crée un saillant, on centralise l'ennemi, on le force à aller à un point à défendre, et les Ukrainiens refusent de lâcher du terrain. Et ça c'est un problème... Ça, c'est un problème des Ukrainiens de ne pas vouloir lâcher du terrain. Mais ils ont aussi raison, je peux comprendre que pour des raisons politiques, en ce moment, c'est compliqué, le moral ukrainien. S'ils commencent à lâcher trop de terrain, ça va faire très mauvaise image auprès de leurs alliés et aussi de la population civile. Et les Ukrainiens sont dans une doctrine russe 42, no one step back, ou alors de l'allemand 45, on se bat jusqu'à la dernière cartouche, ou jusqu'à la dernière goutte de sang. Et le problème, c'est que défendre Toretsk, donc c'est pour ça que les Russes attaquent très peu dans ce coin-là, c'est qu'ils veulent encercler le machin. Et peut-être que là, ça commence à taquiner pour forcer les Ukrainiens à amener des réserves ici. C'est de la supposition. Mais la carte ne ment pas. Surtout que vous avez un autre saillant au nord qui bouge en ce moment, c'est le saillant de Siversk. Regardez, vous avez la même chose ici. Vous avez la même chose ici. Les Ukrainiens défendent depuis des mois, comme des malades, à Bilorivka. Les Russes s'empalent à Bilorivka depuis des mois. Les Ukrainiens tiennent. J'ai entendu des propagandistes russes dire au moins 20 fois que Bilorivka avait été prise pour voir leur déclaration être pas validée. Et ça tient à Bilorivka. Le problème, pendant que Bilorivka tient, les Russes s'infiltrent partout ailleurs.
Et vous voyez que Bilorivka, point fort, toujours, c'est fortifié. Ça tient grâce au fait que c'est un terrain favorable à la défense, mais au sud, ça l'est pas. Et les Russes s'infiltrent tranquillement dans des positions qui sont moins bien défendues. Et Siversk est pas loin déjà. Là, vous avez la création d'un autre saillant, surtout que depuis 2 semaines, les Russes sont repassés à l'attaque, entre autres dans ce coin-là. La ville de Rozdolivka est sous forte pression. Il y a même eu là des rumeurs il y a une semaine que les Russes, on avait des combats urbains. Et visiblement, les Russes n'ont pas encore pris la ville. Mais ça commence à puer un peu la merde dans ce coin-là. Et là, les Russes aussi progressent peu à peu dans tout le terrain qui leur est favorable. Là, dans les lignes de haies. Là, vous avez une ligne de chemin de fer. Vous la voyez, le point noir, ça, c'est une ligne de chemin de fer. Vous avez la rivière et la route. Et ça pousse vers le nord. Sans aucun doute, le but ici, c'est de commencer à mettre la pression sur Siversk. Vous comprenez les problèmes des Ukrainiens? Le front est tellement dynamique qu'ils doivent être partout à la fois. Et ça pose un problème de disponibilité d'hommes. Et à ce petit jeu, les Russes, pour l'instant, ont moins de problèmes à trouver des soldats que les Ukrainiens. Et ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. Comme je dis, après, c'est mon avis. Hein. Peut-être que je raconte des énormes conneries. Peut-être que je raconte des énormes conneries, les gars. Expert en expertise. N'allez pas dire Pépé l'a dit, donc c'est vrai. Ce ne sont que des suppositions par rapport à tout ce que je vois passer tous les jours. Et je pense que beaucoup de Russes et d'Ukrainiens, même s'ils ne le disent pas, sont d'accord avec ça. Dont des méchants propagandistes. Un autre problème. On va arrêter de parler du front. Là, voilà un peu à quoi ça ressemble en ce moment. De l'arrière des fronts. L'arrière, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est un autre souci. Hop là. Peut-être que certains n'ont pas suivi, mais depuis 4 mois, les Russes se sont attaqués très sérieusement au réseau électrique ukrainien. C'était quelque chose qui avait déjà été fait avant, mais pas avec autant d'efficacité. Par exemple, mais depuis 4 mois, les Russes, avec beaucoup de succès, sont parvenus à éteindre l'Ukraine. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vais vous montrer un article qui est sorti il y a quelques jours. Hop, hop, hop. Ça vient de l'Atlantic Council, un think tank. Ça date du 6 juin 2024. C'est en anglais, je vais vous faire la traduction. Donc ouais, 6 juin, ça fait 14 jours. Donc c'est assez récent quand même. Et ils font un bon résumé de ce qui est en train de se passer en ce moment en Ukraine et sur l'offensive aérienne russe sur tout le réseau de production et de transport d'électricité en Ukraine. La Russie est en train de gagner la guerre de l'énergie et de plonger peu à peu l'Ukraine dans le noir. Les blackouts, donc les blackouts, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous coupez l'électricité volontairement. Les blackouts électriques sont devenus la nouvelle norme en Ukraine, vu que le pays a de plus en plus de mal à gérer les conséquences de l'offensive aérienne russe, qui ont détruit en l'espace de 4 mois plus de la moitié de la capacité de l'Ukraine à produire de l'électricité depuis le début de 2024. Des millions d'Ukrainiens se sont désormais adaptés aux coupures de courant et aussi au bruit des générateurs qui produisent de l'électricité à travers tout le pays. Alors blablabla, c'est pas la première fois que les Russes essaient de taper le grid. Néanmoins, la campagne en cours, donc depuis le début de l'année, s'est prouvé être un énorme succès. Les Russes ont appris pas mal de... Bon, pardon si mes traductions sont un peu mauvaises, je fais un peu à l'arrache. Les Russes ont appris d'énormes leçons. Je vais vous montrer ce qu'ils ont appris au niveau de l'efficacité de leur offensive aérienne. Et ils profitent aussi que les défenses anti-air ukrainiennes ont d'énormes problèmes de pénurie de missiles et d'équipements en général. Sur les 5 derniers mois, les Russes sont parvenus à détruire tout. Et ça c'est important. En l'espace de 5 mois, les Russes ont détruit absolument toutes les sources de production fossiles de l'Ukraine, usines à gaz, usines à fioul, et aussi les barrages. Ils n'ont plus que les centrales nucléaires, que les Russes, forcément, pour des raisons logiques, refusent de bombarder. Ça pourrait être des désastres nucléaires, on ne veut pas de ça. Donc pour faire simple, à part les centrales nucléaires, les Russes, là, début juin, sont parvenus à détruire absolument toutes les sources de production ukrainiennes d'électricité. Ce qui est un énorme désastre. Donc le but de cette campagne de bombardement a différents buts. C'est déjà de saper l'économie ukrainienne et aussi le secteur de la défense industrielle ukrainien qui est en plein boom en ce moment. C'est aussi de saper le moral des Ukrainiens. N'oubliez pas qu'on est en été.
Dieu merci, grâce au temps ensoleillé et aux longues heures de jour, ces chutes de production d'électricité ne sont pas encore désastreuses. Mais une fois que les températures vont commencer à diminuer et que l'hiver va se rapprocher, la campagne de bombardement, les effets de la campagne de bombardement russe vont devenir de plus en plus sérieux. Le Roi Loge, merci pour tes 20 choix, mec. Les experts prédisent qu'il va falloir des années à l'Ukraine pour réparer son grid. Donc comprenez que les destructions qu'a fait la Russie là, l'Ukraine ne va pas s'en remettre en un mois. Il va falloir des années pour remettre en place tout le réseau électrique. Donc c'est après blabla, on vous dit que ouais, mais donc je vais pas vous faire tout le truc parce que c'est tout ça qui nous intéresse. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être passé un petit peu sous silence. Hop là. Mais il faut voir que comme je dis, les Russes se sont adaptés à la situation actuelle. Donc ça c'était hier. Hier, il y a eu une grosse attaque encore sur le réseau électrique. Et ça, c'est... Non. Ça, c'était hier soir. Donc, hier soir, les Russes ont mené des nouvelles offensives. Entre autres avec des Shahed, donc des drones ou des Gerrat. Donc, c'est les drones suicides iraniens, mais qui sont maintenant aussi produits sous licence en Russie. Avec, au passage, des missiles Iskander et des missiles balistiques. Il y a encore beaucoup de civils en Ukraine. Ouais, bien sûr, il y a des millions de personnes. Donc vous pouvez voir que voilà un petit peu toutes les trajectoires. Hop là. Est-ce que tu as vu les infos des Finlandais sur le territoire en Carélie? Non, je m'en branle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Carélie? Donc ouais, voilà à quoi ressemble une nuit de bombardement. Donc là, on a un petit peu de tout. Et c'est intéressant de voir qu'on a toutes les trajectoires différentes. Un des problèmes des Ukrainiens, c'est qu'ils ont des systèmes anti-aériens, mais ils n'ont plus de missiles. Les Russes, après des mois de bombardement, ont tellement saturé les défenses ukrainiennes que les Ukrainiens sont à court de certains systèmes en termes d'usure, mais aussi à court de missiles. Et c'est un gros problème que rencontrent les Ukrainiens pour contrer toutes ces attaques de ces unités permanentes. Bah et alors? Tu crois que la Finlande va déclarer la guerre à la Russie et aller reprendre la Carélie? Bien sûr. Et la marmotte, elle met le... On s'en fout, ça fait un sacré bout de temps que les Russes ont vidé toutes leurs frontières pour tout amener en Ukraine, leur unité d'active en tout cas. Et même avec les équipements, c'est pas nouveau. Donc là, c'était hier soir, mais ça, c'était par exemple il y a quelques semaines. Donc là, c'était une offensive, c'était... Donc voilà à quoi ressemblait une nuit. Donc comprenez que en rouge, vous avez les missiles de croisière qui sont tirés par des Tu-95. Vous avez en jaune les drones suicides iraniens. Et tout ça, regardez les trajectoires. Donc le but est de saturer la défense entière ukrainienne avec des itinéraires différents. Vous avez en bleu les missiles Calibre qui sont tirés depuis des bateaux. Tout ça est parfaitement coordonné dans un gigantesque cirque. Et le but est de tourner en bourrique la défense anti-aérienne ukrainienne en la faisant croire qu'on va taper Kiev, alors que le but est d'aller taper dans les profondeurs, entre autres. Donc là, regardez la trajectoire de toutes les frappes russes. Donc les Russes ont appris à totalement saturer les défenses ukrainiennes, et en plus les Ukrainiens se retrouvent avec trop de cibles à abattre. Donc quand vous avez trop de cibles à abattre, malheureusement, vous devez faire des choix sur qu'est-ce qu'on abat, mais sauf que où est-ce que ça va. Et vous voyez les drones qui font des tours sur eux-mêmes, dans le but simplement de... Même les missiles font de l'évasion. Regardez les missiles. Ils évitent la zone de Kiev, parce qu'à Kiev, il y a des patriotes. Donc le but est peut-être de tester les défenses de Kiev. Peut-être faire tirer quelques missiles patriotes, afin d'aller chercher d'autres cibles ailleurs. Donc là, vous avez vraiment un peu comment les Russes fonctionnent de saturation et d'adaptation à la défense anti-aérienne ukrainienne. C'est assez incroyable hein, de voir ça, mais il y a des gens qui font ça. Hein, et c'est vrai que c'est un problème. Les missiles patriotes, il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas assez. Et c'est vrai que les patriotes sont d'excellents systèmes, mais quand vous faites face à une telle saturation, c'est compliqué. Vous voyez? Donc voilà à quoi ressemble un Shahed. Donc les drones iraniens suicides, donc les Russes les produisent aussi sous le nom de Gerrat 1, et vous avez différents modèles de Shahed, donc ça c'est sûrement un qui a eu un problème technique ou qui a été abattu par la défense entière ukrainienne. Absolument, Drus Daran, j'ai un petit article qui est sorti tout à l'heure sur ça. Voilà. Donc ouais, à propos des patriotes, petite nouvelle, ça c'est sorti tout à l'heure.
C'est une news assez importante. Voilà, donc ça a quelques heures. Ça a quelques heures. Les États-Unis vont rediriger toutes les commandes de Patriotes en direction de l'Ukraine. Donc tous les autres pays qui avaient passé des commandes aux États-Unis de Patriotes, tout ça, ça va être gelé au profit de l'Ukraine. Vous pouvez vous en douter. C'est la contrepartie de ces attaques sur les systèmes énergétiques. Les Ukrainiens hurlent depuis des mois, donnez-nous des Patriotes pour qu'on puisse protéger nos infrastructures électriques. Sauf que c'est trop tard. Voilà, on donne les Patriotes après que le mal a été fait. Ça, c'est très... c'est très otanien et européen. On vous envoie un truc après que le mal a été fait. Ils vont se trouver sur le marché français, bien sûr. On va récupérer des contrats, les gars. C'est très très bien, ça. Donc ouais, le gouvernement US a décidé d'arrêter toutes les livraisons de Patriotes afin de permettre à l'Ukraine, donc de livrer tout ça à l'Ukraine, et de permettre à l'Ukraine de se défendre contre les attaques aériennes russes. Blablabla. Biden a dit que 5 pays ont accepté d'envoyer des Patriotes, entre autres des systèmes de Patriotes à l'Ukraine, et que les autres pays qui s'attendaient à des livraisons des États-Unis, ces livraisons seraient gelées. Voilà. Donc c'est... Alors la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne font partie des nations européennes qui ont accepté de livrer des Patriotes, et l'Espagne a en plus de ça commandé blablabla pour 1000 missiles Patriotes. Je vais vous expliquer ce qui se passe si vous ne lisez pas entre les lignes. Il n'y a plus de missiles Patriotes. Les Ukrainiens ont tellement tout tiré, les Russes saturent tellement que les Ukrainiens n'ont plus de missiles. Et que là, on fait les fonds de stock de tout l'OTAN, des US, mais des Européens, pour amener. La prod ne suit pas, mais c'est compliqué de produire des missiles Patriotes. Et les Ukrainiens les tirent YOLO. Donc là, en ce moment, les Ukrainiens sont obligés d'être sélectifs sur comment ils tirent. Ça coûte cher, un missile Patriote. Plusieurs millions de dollars. Mais l'argent, t'inquiète. L'argent, on l'imprime, c'est pas un problème. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a des efforts qui sont faits pour essayer d'arrêter ces offensives aériennes russes sur les infrastructures ukrainiennes. Mais vous voyez que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce que on est en été. Ça va être compliqué en hiver. Le réseau ukrainien est foutu. Ils sont dépendants de leur... il me semble, attendez. Ils sont... Hop. Hop. Voilà les centrales nucléaires ukrainiennes. Tchernobyl est à l'arrêt. Zaporozhye est aux mains des Russes. Donc il leur reste que ça. Rivne, Kelemtysky et sud de l'Ukraine. Et le souci, c'est que ces réacteurs, ils doivent être aussi mis en maintenance. Et les Ukrainiens... Il n'y a pas une carte de prod d'énergie en direction sur Internet. Non. Il n'y a pas de data. Il n'y a pas de data sur l'Ukraine, malheureusement. Mais on voit souvent les pays voisins, comme la Moldavie, la Pologne, envoyer de l'énergie en Ukraine. Donc l'Ukraine survit en ce moment grâce à ces réacteurs nucléaires qui sont fonctionnels, que les Russes refusent de bombarder pour des raisons logiques de sécurité, et on veut pas un autre désastre nucléaire, il y a déjà eu Tchernobyl dans le coin, et les importations de l'étranger. Donc, et on est en été, et la situation est déjà, on peut le dire, catastrophique pour les Ukrainiens. Dites-vous qu'il y a des heures de blackout. À Kiev, vous avez du blackout. Donc on coupe l'électricité plusieurs heures par jour pour économiser l'électricité, ou en tout cas les envoyer peut-être dans de l'industrie ou des secteurs plus productifs. Entre autres l'industrie d'armement et tout ça. Donc ouais, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. Hop. Donc, et pendant ce temps, vous avez vu que les nouvelles sont pas bonnes pour l'Ukraine. Hein. Je suis désolé. S'il y a des pro-ukrainiens, les gars, c'est pas des F-16 qui vont... Une poignée d'F-16 ou une poignée de Mirage ou des grandes déclarations politiques à coût de milliards qui vont changer quoi que ce soit. Et le problème de l'Ukraine, c'est le réservoir humain. Il leur manque des soldats aux Ukrainiens. Il leur manque beaucoup de soldats. Et c'est un problème. Là, on a des chiffres qui sont sortis, qui sont extrêmement inquiétants et qui ont été validés. Entre autres par des propagandistes ukrainiens que je suis. Le soldat ukrainien de base, là, de la nouvelle vague de mobilisation, on les envoie en 34 jours sur le champ de bataille. 34 jours. 34 jours, hop, pardon, je me suis trompé. Vous êtes civil, 34 jours plus tard, vous êtes en unité feu. Ça montre que c'est la merde.
ça montre que c'est la merde et qu'ils sont prêts à envoyer des soldats absolument pas formés à l'abattoir. En 34 jours, vous apprenez au mieux à utiliser votre arme correctement, mais vous n'êtes pas un spécialiste. Vous êtes rien du tout, vous savez ni défendre ni attaquer. Au mieux, vous tiendrez une tranchée, limite droite, limite gauche, fusil comme ça. Et c'est la seule chose que vous ferez. Voilà. Il doit y avoir des vétérans maintenant en Ukraine, bien sûr, mais les vétérans, ils sont épuisés. Les vétérans, ils les laissent au front, ils les laissent mourir au front. Pourquoi tu crois que c'est nos instructeurs qui vont apprendre aux Ukrainiens à se battre? Parce que tous les vétérans et les instructeurs ukrainiens, ils sont en unité d'active, sur la ligne. Les Ukrainiens n'ont plus de soldats. Ou en tout cas, ils ont des hommes, mais des hommes ne veut pas dire avoir des soldats. Ça prend du temps de former des soldats. Vous savez que pendant la guerre 14, on n'a jamais envoyé des mecs en 34 jours au combat. En 14, vous aviez 3-4 mois de formation en 1915. On n'a jamais envoyé des mecs en 34 jours à l'abattoir. Les Allemands ont envoyé des mecs avec 30 jours d'instruction en 45. Fin 44-45, on passe un mois à la caserne. Et les Ukrainiens font ça. Et c'est un problème parce que c'est un serpent qui se mord la queue, vous voyez. Plus vous allez envoyer des gens mal formés, plus ils vont mourir vite. Et plus vous allez avoir besoin de gens que vous allez former encore plus mal pour compenser. Mais ils n'ont pas le choix, les Ukrainiens. Vous avez vu que ça pousse dans le Donbass. Et les unités disent on a besoin d'hommes. On envoie plus d'hommes. Toujours plus. Et on coupe les délais de formation. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème qu'ont les Ukrainiens, c'est qu'ils manquent de soldats. Et il faut faire du turnover. La moyenne d'âge du soldat ukrainien, c'est 40 ans. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont des papis de 60 dans l'active. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Après, comme je dis, c'est que des chiffres, mais... Il y a un énorme souci, je pense aussi, que les Ukrainiens se battent maintenant, subissent cette dynamique russe offensive depuis quasiment plus de 6 mois. Ça fait 6 mois qu'ils s'en prennent plein la gueule, les Ukrainiens, et qu'ils reculent. Et ça, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon pour le moral de tout le temps se replier, de tout le temps être sous le feu. Alors je sais que pendant que certains parlent de politique et on dit on va amener les Russes à la table des négociations, le soldat ukrainien basique, il prend les FAB dans la gueule, il a conscience qu'il n'a pas la supériorité aérienne, il prend l'artillerie russe dans la gueule, et il passe son temps à se replier depuis 6 mois. Moi, je vous dis, comment vous seriez mentalement si vous passez votre temps à vous replier, à perdre à chaque bataille, vous perdez un de vos potes. Eh ben, le moral, il doit être dans les chaussettes. Le moral de ces mecs doit être totalement dans les chaussettes. Et je pense que le moral de l'armée ukrainienne en général doit être désastreux en ce moment. Et ça va pas s'améliorer. On n'est qu'en juin. On est qu'en juin, il y a déjà des rumeurs qui circulent, que des rumeurs, à pas prendre au sérieux, mais que les Russes vont encore continuer à pousser très très fort, qu'on est encore dans le début de la phase offensive estivale russe. Ils ne s'arrêtent plus. Et on sait que les Russes montent en puissance, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le chef du renseignement de l'OTAN. L'armée russe n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, tant en nombre qu'en qualité tactico-opérationnelle. Et ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain que les Ukrainiens subissent, mais défendent très bien, mais c'est pas assez. Si vous voulez... Parce que là, à un moment, on fait la guerre pour battre la Russie ou pas? C'est quoi le but de cette guerre pour les Ukrainiens? Moi, personnellement, je ne sais pas. Que font les Ukrainiens en ce moment? Quel est le but de cette guerre? C'est de gagner? Parce que pour gagner, pour amener la Russie à la table des négociations pour lui imposer des conditions de paix, il va falloir reprendre tout le terrain perdu, il va falloir aller reprendre la Crimée, il va falloir aller reprendre les républiques séparatistes. Vous croyez qu'en ce moment, les Ukrainiens sont en mesure de faire ça? Absolument pas. Et là, je vous le dis, en ce moment, les Ukrainiens ne peuvent pas passer à l'offensive, ne peuvent pas battre l'armée russe avec le style de combat qu'ils ont. Ah, dans 20 ans, ouais. Cette guerre, elle va durer. Parce qu'avec le style de combat qu'on voit en ce moment, ça va durer longtemps. Je peux vous dire qu'on va encore être là. Alors, c'est qu'une dynamique. Peut-être que la dynamique va changer. Hein. Comme je dis, moi, je suis qu'un expert en expertise. Peut-être que dans 6 mois, les Ukrainiens seront capables d'attaquer. Personnellement, je pense que non. Mais peut-être que la dynamique va changer. Moi, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il n'y aurait même pas de guerre. Hein. Alors, ne prenez pas mes paroles pour argent comptant. Mais c'est du grain à moudre.
il faut aussi réfléchir à, si vous voulez battre la Russie, il va falloir la battre militairement. Va falloir passer à l'attaque. Et pour ça, il va falloir des obus, des stocks d'obus, il va falloir la supériorité aérienne, des unités mécanisées et des soldats entraînés. Et vous entraînez pas des soldats à l'offensive en 34 jours. Il va falloir des vrais soldats, et il va falloir des techniciens de la guerre. Et les mecs formés en 34 jours, c'est pas des techniciens de la guerre. Ça reste un peu courageux et combatif, bien sûr. Comprenez que là, j'ai du respect pour les deux camps, moi, contrairement à certains. Ces pauvres diables, ils ont pas mérité ça. Personne n'a mérité ça. Mais malheureusement, c'est la guerre. Et je la traite avec un peu de froideur. Parce que si vous laissez l'émotionnel et voir tous ces pauvres gosses là se faire pulvériser et tout, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux. Donc j'essaie de traiter ça avec froideur pour rester aussi assez réaliste par rapport à ce qui se passe. Voilà. L'entraînement chez les Russes, c'est combien de temps? J'en sais rien. Malheureusement, ce qui se passe du côté russe est assez opaque. On manque... C'est con qu'on n'ait pas des journalistes, plus de journalistes chez les Russes. Donc là, je te dis, peut-être que les Russes... On sait que les Russes font plus de turnover pour leurs troupes, ce que font pas les Ukrainiens. Maintenant, je suis incapable de dire peut-être que les Russes... Alors moi, je suppose que les Russes, et les Ukrainiens aussi d'ailleurs, là je vous dis 34 jours parce que c'est le chiffre qui sort officiellement, mais je pense qu'on entraîne mieux certains soldats que d'autres. Toutes les vies ne se valent pas. On va envoyer la viande, tenir la ligne avec 30 jours, 1 mois de formation, et on va préparer en arrière des unités mieux entraînées, mieux équipées. Comme je dis, toutes les vies ne se valent pas sur un champ de bataille, et on va former des gens mieux, et on va en faire mourir d'autres. C'est comme ça. C'est pas juste, mais voilà. Donc voilà pour la situation. Le point de situation. Je ferai peut-être ça dans un mois, on verra où ça en est, et voilà, bon, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant que j'ai fini de raconter ma life et mon avis d'expert. Hop là. Il y a des gens qui suivent d'autres experts en expertise? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils disent que... Comment ça se passe? Hop là. Pas encore de mutinerie. Non, il n'y a pas de mutinerie. Il n'y a pas de mutinerie. Les mutineries, les gars, vous rêvez. De la commission de Boeing. On n'est pas pour parler de ça. Combien de temps peuvent encore tenir les Ukrainiens? Longtemps. Les Ukrainiens, les gars, vous ne méprenez pas. Hein. Les Ukrainiens vont tenir longtemps à ce rythme. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas d'exploitation majeure dans la profondeur, c'est une petite guerre de position mobile. Ça va durer des années. À ce rythme-là, les Ukrainiens n'auront plus de soldats avant les Russes, mais on est sur une guerre d'attrition humaine et de destruction de matériel. Et ça va durer longtemps. Là, je ne peux pas vous dire quand ça va s'arrêter. Ça peut durer 10 ans comme ça. Si les Ukrainiens refusent de lâcher quoi que ce soit, ou refusent de commencer à discuter, les Russes peuvent finir sur le Donbass. Sur le Donbass, pardon. Sur le Dniepr, dans 10 ans. J'en sais rien. C'est impossible à prédire. L'Allemagne de 18, c'est pas la Russie de 2024. Et peut-être qu'il y aura un effondrement politique en Russie, j'en sais rien, qui provoquera quelque chose, un facteur politique X qui va arrêter. Mais là, si on tient que compte des combats, ce que je vais faire, je veux pas faire de politique, si on tient compte que des combats, ça peut durer longtemps. Malgré les 13 000 de véhicules détruits. Bah écoute, je vais croire le chef du renseignement de l'OTAN qui me dit que la Russie n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et dangereuse en termes de production et d'adaptativité au théâtre d'opération. Faut pas compter les véhicules détruits. Les véhicules détruits, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que les équipages ont survécu de tes véhicules? Sur tes 13 000 véhicules, combien d'équipages ont survécu? C'est la même chose avec les Ukrainiens. Ah, on a détruit 15 Abrams. Est-ce que les équipages des Abrams ont survécu? Parce que les Abrams, on en a plein les dépôts. Hein. Les Russes, ils ont encore des tanks. Hein. Oh, c'est pas grave, on va juste enlever des cocons des T-55 pourris. L'industrie russe tient le rythme. On verra si elle tient le rythme dans la longueur. Je suis incapable de dire, en tout cas. Pospeko, 32 mois. C'est un désastre. La conclusion que ça, c'est que c'est un désastre. Et le désastre n'est pas prêt de s'arrêter. Pour le moment, personne ne veut lâcher l'affaire. Les Ukrainiens ne veulent pas négocier. Est-ce que je peux comprendre pourquoi? Et les Russes
veulent imposer des conditions qui sont, que l'Ukraine devienne neutre et que le Donbass passe sous leur contrôle, ou en tout cas de leur république séparatiste, ce que les Ukrainiens n'acceptent pas pour le moment. À un moment, on va voir. Pour imposer la paix, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, les gars. Contrairement à ce que vous disent tous les politiques et tout leur grand blabla de faire rompre la Russie, c'est les vainqueurs sur les champs de bataille qui imposent la paix. Et à l'instant T, une offensive de grande envergure. Mais tu crois qu'il se passe quoi en ce moment? tu crois qu'il se passe quoi en ce moment? C'est pas une offensive de grande envergure que font les Russes, là? Depuis 5 mois, quasiment? C'est une offensive majeure, avec injection de beaucoup de moyens. Des news de Wagner. Wagner a été démantelé, et toutes les meilleures unités de Wagner et leurs cadres ont été dispersés dans les unités russes. On voit souvent des drapeaux de Wagner, ou de cadres de Wagner qui sont dans des unités de l'armée régulière, de l'armée russe. Des unités d'assaut et tout ça. Donc, Wagner, sur le papier... En tout cas, les unités de Wagner qui étaient à Bakhmut, elles, n'existent plus, en tout cas. Il demande s'il y a une offensive. Écoute, sa question est légitime. Une attaque d'hélicoptères ukrainiens. Mais des deux côtés, on fait voler les hélicos, hein. Des deux côtés... Les gars, arrêtez d'être obsédés avec Wagner. Wagner, ça représente que dalle. Wagner, c'est une poignée de mecs. Tous leurs meilleurs soldats ont été pris pour les mettre dans l'armée russe. On les a forcés à signer des contrats, ou alors, voilà. Je sais pas pourquoi Wagner attire autant, fascine autant les gens. Ça représente pas grand chose par rapport à la... Je crois que Poutine a dit, à prendre avec des pincettes ce que dit Poutine, mais on a 700 000 soldats russes maintenant en Ukraine. 700 000. Vous vous rendez compte? Ah bah, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, F-16, Mirage. Va demander ça à AT, là. Va demander à AT, le pilote de chasse, ce qu'il en pense. Je suis pas pilote de chasse, moi. Ça lui fait du chiffre à PP. Ouais, tu sais, c'est pas grand-chose, hein, quand il pense par rapport à d'autres streamers. Voilà. Donc ouais, cette guerre, elle est pas finie. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais rezoomer. Y a-t-il des questions avant que j'arrête et que j'aille m'amuser et que j'aille jouer? Eh ben, elles ont été démantelées, les bases. L'Ukraine espère peut-être une intégration à l'Europe. Eh ben, bon courage, hein. Parce que vu le salaire moyen en Ukraine, les hélicos sont encore pertinents à l'époque des drones, bien sûr. Bien sûr. Les hélicos sont en Ukraine, les hélicos sont encore extrêmement efficaces. Les hélicos ukrainiens sont beaucoup utilisés, les hélicos russes sont aussi beaucoup utilisés. Quid des frappes ukrainiennes en Russie? Ah oui, tiens, regardez. Il a raison, je vous ai pas parlé de ça. Mais c'est vrai que les Ukrainiens, pendant ce temps, ça c'était tout à l'heure, les Ukrainiens sont allés taper Tambov à 500 km en profondeur, et ils sont allés taper des réservoirs d'essence. Donc les Ukrainiens continuent, et c'est important pour la propagande et le moral, et même si je doute de l'efficacité globale de ce genre de choses, mais il faut continuer à avoir un esprit offensif. Et les Ukrainiens tapent régulièrement les infrastructures pétrolières, des raffineries, parfois loin dans la profondeur. Et ils continuent de taper les aéroports. Ils ont accès à des missiles de croisière longue distance et tout ça. Donc ils n'ont aucun problème à taper les aéroports. Et récemment, ils ont même chatouillé et endommagé un Su-57. Un très rare Su-57. Donc ça, vous pouvez vous en douter, la propagande ukrainienne n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On évite de parler de ce qui se passe sur le terrain parce que c'est pas positif. Donc ça, c'est considéré comme une grande victoire. Alors que c'est qu'un putain d'avion, c'est une licorne qui produisent même plus leur machin là. Donc ça serait techniquement le seul chasseur de 5ème génération mis hors de combat. Mais voilà. Donc ouais, les Ukrainiens, malgré le fait que c'est compliqué sur le terrain, continuent de faire chier les Russes dans la profondeur en tapant leur industrie, leurs voies ferrées, les aéroports. Il y a encore une mentalité d'offensive pour les Russes. Ah bah tiens, Christophe, couille, casse-couille a été bloqué par mon automode. Je vais te l'accorder. Bluesby, merci pour tes 27 mois, mec. Des radars de la défense stratégique aussi. Ils servent à quoi les hélicos en Ukraine? À faire de l'appui rapproché, entre autres, de la chasse aux véhicules, à courte distance, et tout ça. Bombardement de roquettes de précision. On utilise beaucoup d'hélicos, ouais. On voit là, récemment, on avait vu encore les Russes
être capable de détruire une base de ravitaillement dite d'hélico à 20-30 km dans la profondeur. Donc les drones russes se baladent un peu en mode YOLO, les drones de reconnaissance. Et voilà quoi. Mais ouais, donc voilà pour les news. J'essaie de faire ça une fois par mois. Et puis bah, on compile, on regarde la carte et s'il y a des news, bah je le dis. Et comme je vous dis, c'est que mon avis. Peut-être que je raconte des énormes conneries, j'ai pas la vérité. Et à la fin de la journée, je n'ai pas d'influence. Moi je suis que dalle, je suis planqué en Islande. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Pas la peine de m'insulter, ça va rien changer. Voilà. Généralement, je me fais traiter de pro-russe et de pro-ukrainien en même temps. Donc ça veut dire que je dois être au juste milieu. Quoique en ce moment, vu ce que je dis, c'est plus les pro-ukrainiens qui vont pas être contents. Mais, bah désolé, hein, les faits, c'est les faits, quoi. Hein, voilà. Oui, bien sûr, la Corée du Nord et la Corée du Sud qui se tirent la bourre hein, pour envoyer des... C'est quoi le budget de guerre des deux côtés? C'est compliqué parce que j'en sais rien. Mais je peux te dire qu'au niveau russe, ça doit dépenser du pognon. Ça doit dépenser du pognon. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là. D'ici 3 quarts d'heure, Pépé coincé entre deux chaises grinçantes. Crois-moi, parler de ce sujet t'expose à des risques. Des deux côtés, c'est un sujet très polarisé. Et des deux côtés, il y a des tarés. Vraiment, des deux côtés, vous avez les mêmes tarés. Vous n'avez pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu, et voilà quoi. Ouais. Donc moi, j'espère être au juste milieu. J'ai mes biais, c'est obligé. Personne n'est parfait. J'ai mes biais. Mais j'essaie de pas tenir compte de mes opinions et de juste rester par rapport à ce qui se passe sur la carte. Et voilà. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et voilà. Vous avez même le droit de donner votre opinion dans les commentaires dessous. Et me dire que j'ai tort. Essayez de pas m'insulter, sinon je dois vous shadowban. C'est con de devoir shadowban les gens. Écoutez, il y a les élections qui arrivent bientôt. J'essaierai de faire une petite soirée troll. Une soirée trollolo. Où je vais me moquer de tout le monde. Et parler de mon parti politique. Et de mes futures prétentions politiques. Bah ouais, la PP Corp qui commence. Je vais me présenter moi aussi hein, bientôt. Hein. J'ai un petit programme là, pas tiré de... Vous allez voir, ça va être sympa. Bon, ouais, d'ici 3 quarts d'heure, je relance la Moria. Et on va aller jouer avec le Balrog un petit peu là. Le Balrog. Et demain, je ferai du War Thunder en début d'après-midi s'il y a des motivés. Et je commencerai le run avec le Gondor. On va se faire un petit run Gondor qui a été débloqué. On jouera sur le mode UR. Et on va essayer de se faire un petit mode, un run Gondor sur le mode, voir ce que ça donne sans... Putain, ça va être compliqué hein, de devoir gérer toutes les factions du mal. Ah bon, ok, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, si vous avez des choses à dire, des commentaires, évitez de m'insulter. Il y a les commentaires dessous voilà, de la vidéo. Et sinon, passez une bonne soirée.